Tanti saluti cari amici di Radio Corsa Internazionale di Tere Paese, e sto martedì 19 di maggio siamo nanta a matinale come tutti i giorni e ci troviamo da qui una piccola stonda. Bonjour, salut à tous. Voilà, bien le bonjour à vous tous qui êtes avec nous sur Télépaèse et Radio Corse Internationale. On ce mardi 19 mai, tiens, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Yves qui sont à l'écoute ou pas. Voilà, donc au programme de cette matinale, on va retrouver une poétesse en invité. Nous aurons André Casabianca, nous aurons notre philosophe Di Caro, et puis bien sûr la météo d'un petit moment avec Philippe Jam ainsi que l'information. Et nous aurons aussi les pronostics hippiques. Nous irons du côté de Chantilly de Vincennes aujourd'hui. Mais on débute avec la météo, avec un peu de soleil si c'est possible, mon cher Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil sera bien présent aujourd'hui sur notre île. Toutefois, quelques passages nuageux sont prévisibles dans l'après-midi le long de la côte occidentale, sur le relief notamment. Le vent d'ouest qui s'est établi cette nuit va souffler assez fort tout au long de cette journée sur les extrémités de l'île, sur le relief et également le long de la côte occidentale avec des rafales atteignant jusqu'à 70 km/h, des rafales également sur la région bassiaise. Les températures maximales, toujours en dessous des normales de saison, se situeront entre 19 et 22 degrés sur le pourtour de l'île et de 12 à 18 degrés dans l'intérieur. Une collision s'est produite hier soir entre une moto et une voiture à Baleone. Sous le choc, la voiture s'est retournée sur le toit. 3 personnes ont été légèrement blessées dans cet accident, les 2 motards et le conducteur de la voiture. Tous les 3 ont été transférés en urgence relative à l'hôpital d'Ajaccio. En arrêt cardio-respiratoire après avoir été piqué par une guêpe à l'aéroport d'Ajaccio, un homme de 57 ans a été transporté à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. Lors d'un cambriolage, 14 armes de poing ainsi qu'une arme longue distance de type AK-47 non déclarée et 4 000 € ont été dérobés chez un particulier à Ajaccio. Le parquet a ouvert une enquête pour vol aggravé. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en souffrance en Corse, selon les responsables insulaires du GHR. Les radiations d'entreprises ont progressé de 36% en 2025, les entreprises en difficulté de 12,6% et les injonctions de paiement de plus de 8%. Le syndicat pointe l'explosion des charges, la hausse des matières premières, de l'énergie, des assurances, mais également l'augmentation des salaires des personnels et les difficultés de recrutement. Selon le GHR, en Corse, les professionnels doivent faire face à un surcoût structurel estimé à plus de 14% par rapport au continent. Autre frein au secteur de la profession, la hausse des prix des billets pour revenir sur l'île et la progression massive des meublés touristiques non professionnels. Selon le syndicat, il existerait près de 600 000 lits touristiques non professionnels en Corse, contre environ 180 000 dans l'hôtellerie professionnelle et traditionnelle. Aussi, le syndicat réclame-t-il une véritable régulation des locations touristiques du type Airbnb, le syndicat qui dénonce enfin l'absence de réponse concrète de l'État face à leur doléance. Depuis hier, le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Thibaut de Saint-Paul, est en visite en Corse. Durant cette visite de 3 jours, il ira à la rencontre des acteurs sociaux, locaux, associations et institutions engagées auprès des jeunes. Parmi les priorités, la santé mentale, la mobilité, la ruralité et l'engagement associatif. Et puis à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 mai, la Corse abrite à Taglio Isolaccio en Haute-Corse le 43e congrès des réserves naturelles de France. Un congrès autour du thème de la restauration des systèmes, des écosystèmes. Plus de 300 gestionnaires de réserves naturelles sont présents à cet événement co-organisé par l'Office de l'environnement de la Corse. Au programme table ronde permettant le partage d'expériences, ateliers thématiques et des sorties sur le terrain qui seront organisées dans plusieurs sites naturels de notre île. Merci Philippe. Allez, on va retourner un petit moment pour les titres d'information et pour l'invité. Pour l'instant, on va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone. On s'en va du côté de Chantilly et de Vincennes avec Rémi. Ce sont les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais retenir le numéro 7, Sospo, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la première, le 5, Mister Parker, devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 3e, où le 8, Impala de Val, devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Voilà pour les pronostics du jour. Je vous rappelle que la prochaine réunion en Corse au niveau des courses hippiques, ce sera sur l'hippodrome de Casator pour le dimanche 31 mai. Voilà, un petit rendez-vous donc à noter. On poursuit avec, cette fois-ci avec l'horoscope de ce mardi avec Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste, ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous, vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les balances, vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire. Les scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les Capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer. Vous avez même les réponses dont vous avez besoin. Et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Le mardi, c'est le cours de philo. C'est le cours de philo avec Di Caro. Donc, on va le retrouver, comme d'habitude, sur sa petite rubrique du jour. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être une nouvelle fois fidèles à cette philochronique sur RCI Télépaèse et Stampa Paèse. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir à partir d'une pensée, d'un avis, d'une pensée pythagoricienne. Alors, Pythagore, ce célèbre matheux, comme on l'étudie à l'école avec son théorème, etc. Pythagore était aussi quelqu'un qui cherchait une vérité, et tous ces postulats mathématiques, eh bien, n'ont été que le fruit d'une recherche de l'absolu, de l'unité,
de l'origine des choses et pourquoi pas de la destination humaine, d'une nature, etc., etc. Donc Pythagore, qui avait une école, ou plutôt une secte, comme on disait à l'époque, puisqu'il a même été persécuté, les pythagoriciens ont été persécutés, Pythagore avait une école en 3 stades. Le premier stade, on devait rester silencieux, le deuxième stade, on pouvait parler, le troisième, on était considéré comme physiologue, c'est-à-dire spécialiste des choses extérieures au corps, donc de la nature, des gens qui réfléchissent avec raison par rapport aux choses qui se passent. Dans tous les cas, Pythagore avait une approche très intéressante, notamment mystique, dans la mesure où il partait du principe, il était convaincu qu'il se souvenait de ses vies antérieures. On appelle ça la métempsychose. Il aurait eu 500 ans lorsqu'il est mort. Donc Pythagore avait une très grande connaissance qu'il essayait de dispenser, ou du moins qu'il essayait de susciter auprès de son auditoire, de ses disciples en particulier. Et donc l'unité qui est pythagoricienne, Pythagore part du principe que le monde est régi par le un, par l'unité, par l'un tout, UN-TOUT, ce que nous aujourd'hui on pourrait appeler Dieu ou la conscience universelle, l'un tout qui est un point à partir duquel tous les autres points vont découler. Autrement dit, l'un tout est donc une image parfaite qui va non pas se transformer, mais se diviser. Et en se divisant, l'un tout devient l'unité, mais à chaque fois, dans chacune de ces divisions. Autrement dit, Pythagore ne va pas compter en nombre arithmétique, on va dire arabe, mais il va compter en nombre points. Et du 1 va naître le 3, du 3 va naître le 5, etc., etc. C'est-à-dire qu'en réalité, le milliardième point est en tout cas identique, en tout point identique au premier point, qui est celui de l'un tout. Donc, dans tout ça, qu'est-ce à dire ? Lorsque l'on lit des versets, par exemple, bibliques, des passages bibliques, des évangiles, lorsqu'on apprend que l'homme est l'image immortelle de Dieu, Dieu étant cet un tout pour Pythagore, et pourquoi pas cette lumière, il y a donc en chacune et chacun des êtres humains sur Terre l'unité pleine et entière, parfaite, du mouvement premier de l'un tout. Comme si finalement, tout ce qui découlait de cette unité, tout ce qui fait de nous des êtres singuliers, des êtres à part, des êtres ci, des êtres là, n'était en fait qu'une illusion ou qu'un mensonge, puisque la vérité universelle et unique, pourquoi pas, était en chacun et chacune d'entre nous. Donc les lumières qui partent du principe que chacune et chacun a le même potentiel pour se déployer dans ce monde, eh bien, vont émettre l'hypothèse que cette lumière peut se transmettre et peut se générer entre chacune et chacun dans ce monde. Donc l'un tout qui est à l'intérieur de nous-mêmes rappelle cet adage socratique, hérité des 7 sages d'Athènes: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, l'unité, pourquoi pas, et les dieux. Comme si en soi, en se connaissant, en se vainquant soi-même, eh bien on arrivait justement à toucher à l'universel. Donc lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est mauvais, lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est méchant, etc., en fait on ne reconnaît pas cette valeur universelle et on plaque un mensonge sur une réalité qu'on refuserait de voir. Pour terminer sur un passage évangélique, encore une fois, lorsqu'il est dit, lorsque vous faites la charité à quelqu'un, même à un mauvais, à un indigent ou à un riche, enfin un riche n'a pas besoin de charité, mais lorsque vous donnez du positif, sachez que c'est à moi que vous le donnez. C'est la parole du Christ. Par conséquent, dans chacune et chacun, la lumière mérite d'être déployée. Et donc ne plaquons pas sur autrui une hypothèse, mais allons et reconnaissons qu'il possède en lui cet un tout, cet univers
tout entier, d'où qu'il puisse venir. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette incise pythagoricienne. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. Et puis je vous rappelle qu'il y a plein de petites conférences actuellement un peu de partout sur la région bastiaise. N'hésitez pas à y être. On se fait un petit détour du côté du Québec pour une poétesse qui est en train de nous rejoindre dans les studios de Radio Corse International. Notre invitée aujourd'hui, Nancy Erland, qui est poétesse originaire du Québec, en résidence en plusieurs endroits de Corse. Nancy, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot sur votre parcours tout d'abord. Comment vous êtes venue à la littérature, à la poésie? Alors moi, j'ai toujours écrit. Je me souviens pas dans ma vie de pas avoir écrit. J'écris depuis que je suis enfant. Mais j'ai commencé à publier assez tard, quand même d'abord en revue et ensuite dans des maisons d'édition. Ça fait 30 ans cette année que je publie en maison d'édition. J'ai eu un professeur extraordinaire en 7e année. Nous, on ne compte pas les années comme vous à l'école. En 7e année de primaire, il n'y a plus de 7e année maintenant, il y a juste 6. Quand j'ai fait mon primaire, il y avait 7 ans. Et cette dame s'appelait Jacqueline Derry-Mochon et c'est elle qui nous a fait découvrir la poésie. Alors, je pense que l'enseignement, c'est vraiment important. Les enseignants ont un gros rôle à jouer dans la découverte de la littérature et moi, c'est une part du travail que je fais aujourd'hui, d'aller dans les écoles et de rencontrer les élèves et d'essayer de partager avec eux, ces enfants-là ou ces adolescents, ma passion de la poésie. Maintenant, c'est ça. Moi, j'ai commencé à publier aux Forges, aux Écrits des Forges, et ensuite, j'ai publié plusieurs livres avec cette maison d'édition. Ensuite, tous des recueils de poésie. C'est une maison qui se consacre uniquement à la poésie au Québec, qui a eu 50 ans l'année dernière. Alors, c'est une maison établie depuis longtemps. Ensuite, j'ai eu la chance de publier 2 livres poésie, courte prose et photos de 2 très grands photographes québécois, Gabor Szilasi, qui est décédé récemment, un grand photographe, et Robert Etcheverry, avec qui j'ai fait énormément d'autres projets. Et ce livre-là, en 2 tomes, ces 2 livres-là s'appellent « Traduire les lieux ». Et ce sont des livres de mise en valeur de la ville de Laval, où j'ai grandi, qui est juste au nord de Montréal, qui est la 3e plus grande ville au Québec et qui est une ville mal aimée, que les gens perçoivent comme une banlieue. Mais moi, j'utilise jamais ce terme-là parce que ce terme-là vient étymologiquement, il vient de l'expression « banni des lieux ». Alors, c'est à l'époque où on mettait les gens au banc. Moi, j'ai voulu donner aux enfants de la ville de Laval la fierté d'où ils vivent. Alors, j'ai voulu présenter la ville dans sa grande histoire, mais aussi dans la petite histoire des gens, celle de mes parents qui ont vécu là et de la famille que j'ai fondée là. Et avec mon mari et ma fille, on a vécu là 25 ans. Et donc, j'ai voulu présenter ça, Laval, comme un lieu d'inspiration pour une poétesse et pour des artistes de renom en photographie. Alors ça, c'est publié par un éditeur audacieux qui est Louis-Philippe Hébert des éditions de La Grenouillère. Et là, je viens de publier cette année mon 13e livre à la maison d'édition de La Pleine Lune. Justement, vous avez publié plusieurs livres. Quelles sont vos sources d'inspiration? Je pense que la nature m'inspire beaucoup, le territoire aussi, mais mes livres, en tout cas, j'ai commencé, mon premier livre que j'avais fait, c'est 2 monologues juxtaposés, poétiques. Alors, c'est comme si on prenait 28 moments dans une relation
et qu'on entendait la voix intérieure de la femme et celle de l'homme. Et donc, c'est le rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, c'est quand même très présent dans plusieurs de mes livres. Le rapport amoureux, le désir de rejoindre l'autre. Aussi, ensuite, mais là, le rapport à ma fille. Quand elle était adolescente, j'ai écrit un livre, un recueil de poésie qui s'appelle « Par la fenêtre ». Où je voulais évoquer ce que c'est pour les mères le deuil physique au moment de l'adolescence et comment l'adolescence est vécue différemment par les pères et par les mères. Même si les choses se passent bien, même si on est un couple qui s'entend, c'est toujours une période assez difficile. Alors, j'ai fait un livre là-dessus. Et là, en ce moment, depuis quelques années, bon, d'abord, il y a 5 ans, j'ai fondé une revue de poésie qui s'appelle Femmes de parole, qui vise la mise en valeur des écrits des femmes et du legs des femmes, des écrivaines. Et là, j'ai aussi commencé un projet autour d'une thématique qui s'appelle Femmes du Nord, où je suis allée en Islande en résidence littéraire et je me suis inspirée des figures de femmes pré-chrétiennes. Donc, les personnages féminins vikings, entre autres Freya, qui est une déesse bien particulière. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le manteau de Freya ». Alors justement, vous êtes avec cette revue Femmes de parole, vous avez réalisé un numéro spécial consacré aux échanges avec les poétesses corses. Comment s'est fait un petit peu? Quelle est la genèse? Eh bien, Femmes de parole, c'était notre 5e année cette année avec la revue. Au départ, quand j'ai fondé la revue, c'était suite à une étude exhaustive qui a été publiée, qui a été commandée par l'Union des écrivains et des écrivaines du Québec et qui a été publiée et qui a démontré qu'il y a vraiment encore aujourd'hui, la publication date d'il y a 5 ans, 6 ans peut-être, là, qu'il n'y a pas du tout de parité homme-femme en littérature au Québec. C'est sûr que ça s'est amélioré depuis l'époque de ma grand-mère, par exemple, mais il y a encore bien des choses à améliorer. Et moi, je suis une personne très proactive, alors j'ai voulu apporter une réponse à cette problématique-là en créant la revue. Qui est dans une mise en valeur, donc des écrits des femmes. Alors, la façon dont cette revue-là est structurée, en tout cas pendant les 3 premières années, c'est que je demandais à des écrivaines de choisir une écrivaine qui les inspire. Chacune envoyait des textes et la première faisait aussi un texte où elle parlait de son rapport à l'écriture de l'autre. Qu'est-ce qu'elle trouve intéressant? Qu'est-ce qui l'interpelle dans l'écriture de cette écrivaine-là? Et l'écrivaine choisie faisait la même chose avec une écrivaine qui n'était pas dans la revue. D'accord. Alors, ça donne des textes de création, un texte lien, des textes de création, un texte lien. Alors, on a appelé ces sections-là passerelles. Et on jumelait des duos du Québec avec des duos hors Québec pour aussi créer des liens entre les autrices à l'international. Ça, c'était la première section. Et dans la deuxième section, on a eu plusieurs fois des sections hommages qui s'appellent Écho et résonance, qui sont des hommages à des grandes écrivaines canadiennes décédées. Et dans ces sections-là, on invite autant des hommes que des femmes à écrire des textes. C'est un hommage à une écrivaine. Et on veut aussi ouvrir la revue aux hommes qui s'intéressent à la littérature des femmes et qui l'apprécient. Alors, donc, ça a été un peu la forme de la revue pendant plusieurs numéros. Parfois, exceptionnellement, on a fait des numéros spéciaux. On en a fait un, par exemple, au début de la guerre en Ukraine, avec des poètes qui vivent en Ukraine, des poétesses qui vivent en Ukraine, et des membres du regroupement d'auteurs que moi j'ai fondé il y a 10 ans, qui s'appelle Rappel, Parole, Création. Oui, c'est ça. Rappel, Parole, Création. Mais disons que généralement, c'était ça la forme. Mais là, pour le 5e anniversaire de la revue, j'ai voulu faire un projet différent.
J'étais venue l'année dernière en Corse, après avoir fait une tournée sur le continent. Et j'ai une amie, Marilyn Bertoncini, qui m'avait suggéré, elle dit, tu devrais rencontrer Norbert Paganelli. C'est vraiment quelqu'un, c'est un écrivain, c'est intéressant et je pense que vous auriez beaucoup de choses en commun. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et suite à cette rencontre, on a fait un numéro spécial Corse-Québec. Norbert, qui est président aussi de la Maison de la Poésie de Corse, et donc qui vous a contacté. Et donc là, vous avez eu un échange avec plusieurs poétesses. Il y a Lucie Santucci, Sylvie Salicetti, Karina Dolfini, Ida Limauch, Angèle Paoli et Sonia Moretti. Comment se sont fait un petit peu ces rencontres? J'ai eu l'idée comme je disais, de faire un format différent, d'essayer quelque chose de différent. Alors, premièrement, moi et avec les membres du comité de rédaction, nous avons réfléchi pour trouver une thématique qui pourrait représenter ce que la Corse et le Québec ont en commun. Et moi, ce qui m'avait frappé pendant mon voyage ici l'année dernière, mes vacances, c'était la grande résilience linguistique qui trouve un écho dans ce qu'on vit, nous, au Québec. Oui, bien sûr. Oui. La résilience culturelle aussi, l'importance du chant. Donc, la thématique, le thème auquel on est arrivé finalement, ça s'appelle « Écrire vivante », avec un S, vivante, puisque c'est un groupe de femmes. J'ai choisi de faire une proposition différente. Alors là, on a sélectionné, le comité de rédaction et moi, 7 poétesses, membres du Parlement des écrivaines francophones, comme moi. Et puis, on a demandé à Norbert Paganelli s'il pourrait nous envoyer des dossiers pour plusieurs écrivaines, plus que 7, là. Je pense qu'il y a une quinzaine peut-être d'écrivaines dont ils nous envoyaient des dossiers. Et dans chaque dossier, il y avait une courte notice biographique et surtout, il y avait une sélection de textes. Et à partir de là, les écrivaines du Québec ont regardé ces textes-là et là, ils ont choisi une partenaire par affinité littéraire. Ensuite, quand les 7 duos ont été formés, chaque membre les membres du duo ont correspondu entre elles par courriel autour de cette thématique-là, écrire vivante. Donc, elles se sont écrites, répondues et ont aussi écrit des poèmes, des textes poétiques de différentes formes, soit de la prose poétique ou des textes en vers, à partir des échanges qu'elles avaient eus. Et finalement, elles ont conçu ensemble un texte pour chacun des duos. Alors, donc, elles ont sélectionné dans ce qu'elles avaient, les échanges courriels et les textes poétiques, ils ont décidé ensemble qu'est-ce qu'elles voulaient retenir de ça et quelle forme elles voulaient donner à leur texte à deux. Alors, ça donne 7 textes, 7 duos qui sont dans ce recueil-là, dans ce numéro-là de la revue. Et moi, j'ai souhaité aussi qu'il y ait une présence de la langue corse. Nous, on a différentes orientations à la revue et une des orientations qu'on a, c'est la mise en valeur des langues menacées. Alors, donc, on a sélectionné pour chaque duo des parties qu'on a fait traduire. Il y a certaines poétesses qui se sont impliquées pour faire ces traductions-là. Toutes celles qui étaient capables de faire ont accepté et les autres ont trouvé des traducteurs et Norbert Paganelli, très généreusement, a accepté de faire certaines des traductions. Alors, vous êtes encore depuis le début du mois de mai, vous vous promenez dans toute l'île, c'est ça? Mais haltes? Oui, on a commencé par Ajaccio. Et puis, on est allé dans des écoles, on a rencontré des enseignantes formidables qui nous ont montré
le travail qu'elles font chaque année pendant le Printemps des poètes, écrire des livres magnifiques. Et ça a été des très belles rencontres. Donc, on a eu aussi des soirées dans différents lieux. Et, ensuite, on est allé à Calacuchia. Et on a rencontré une autre école primaire à... Comment ça s'appelle, l'endroit, Norbert? Calacuch. Non, l'école, elle était à... C'est pas les... Bon, alors, donc à proximité de Calacuchia. Et puis, hier, on avait une rencontre à Louri. Allô, on a fait une lecture à la bibliothèque. Et là, cette fois-là, c'était merveilleux parce que c'était la première fois que je rencontrais en chair et en os Patricia Gatacheka, avec qui est ma partenaire pour le duo. Et il y a aussi Angela Paoli qui est venue. Alors, on a lu à trois. C'était vraiment formidable. Et là, vous avez continué puisque vous allez être aussi à la médiathèque de Petreto Bikizan, également à Olmeto. Donc, vous avez tout un parcours. Votre regard sur la Corse, puisque ça fait 2 fois que vous venez. Oui. Je dois dire que c'est vraiment un gros coup de cœur. Je trouve qu'on a quand même beaucoup de choses en commun. À commencer par le cœur, je pense que c'est très particulier d'être dans une position où ce qui nous a été légué par nos grands-parents, c'est la défense de notre culture. Puis de notre, oui, ça ne veut pas dire ça de ne pas être ouvert à l'autre, mais c'est pas parce qu'on est pour quelque chose qu'on doit être contre autre chose. Alors, mais je pense que c'est quelque chose qui est très fort quand même de notre héritage linguistique et tout ce qui vient parce que il y a beaucoup plus que les mots autour d'une langue. Il y a toutes les références. Chaque lieu invente des mots ou va prendre le même mot et va l'adapter à sa réalité. Alors, la réalité du territoire, entre autres. Alors, moi, je suis traductrice aussi. Alors, je suis toujours fascinée par le langage puis par les nuances du langage qui sont importantes et je pense que, tu sais, il y a des langues qui s'éteignent dans le monde et à chaque fois qu'une langue s'éteint, c'est toute l'humanité qui perd quelque chose. Alors, donc ça, c'est la première chose, mais aussi, pour moi, le cœur de la Corse, il est à l'intérieur. Il est dans les montagnes les gens parlent beaucoup de la mer quand ils parlent de la Corse. Ils parlent merveilleux endroit pour prendre. C'est vrai là, c'est merveilleux. Les plages sont super belles et tout ça. Mais moi, il y a de très belles montagnes. Mais moi, ce qui me mon coup de cœur, moi, c'est les montagnes et la verticalité. Il y a une verticalité incroyable. Les montagnes, c'est pas toujours vertical comme ici. Et c'est rare des montagnes verticales aussi proches de la mer. Oui. Hein, la Corse, on commence et très rapidement, c'est les montagnes. Là. Ça monte tout de suite. Tout de suite. Et puis, je pense que de vivre dans la verticalité ici, ça doit être un peu comme l'équivalent, d'une certaine façon, que pour nous, vivre dans un pays où il y a un hiver très rigoureux. Parce qu'il y a une exigence du territoire. Si on veut survivre dans des lieux comme ça prend beaucoup de persévérance. Et je pense que ça fait partie ça façonne les gens d'une certaine façon. Nancy Erlange, merci beaucoup. Et puis, on invite le public, lorsque vous allez passer dans les différents endroits de Corse, d'aller vous voir. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Disparaître. Perdre sa culture, sa langue. Être assimilé parce qu'on a quitté son pays, parce qu'on l'a perdu, comme on égarerait sa volonté. Colonisé, délavé d'histoire, dépouillé. À la fin de la trajectoire, perdre la trace d'où on est venu. Disparaître, à bout portant.
Voilà, retour du Québec. Retour du Québec pour refaire un petit point sur les titres de l'information de ce jour avec Philippe Cham. 3 personnes légèrement blessées hier soir lors de la collision moto-auto à Ajaccio. Pronostic vital pour un homme de 57 ans en arrêt cardio-respiratoire après avoir été piqué par une guêpe à l'aéroport d'Ajaccio. 15 armes non déclarées et 4 000 € en liquide dérobés chez un particulier à Ajaccio lors d'un cambriolage. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en souffrance encore. Selon les responsables insulaires du GHR, les radiations d'entreprises ont progressé de plus de 36% en 2025 et les entreprises en difficulté de 12,6%. Le délégué interministériel à la jeunesse, Thibaut de Saint-Paul, est en visite en Corse pour 3 jours. Il ira à la rencontre des acteurs locaux, associations et institutions engagées auprès des jeunes. Météo, soleil et vent au menu de ce mardi. Voilà, merci Philippe et on se retrouve demain pour la suite de ces matinales et de l'information. Pour le moment, André Casabianca au programme avec sa chronique de ce jour. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Nous allons parler aujourd'hui, ou évoquer aujourd'hui, une ville que vous connaissez évidemment, j'en suis sûr, hein, Florence. Ça, tout le monde ici, Bastia et dans toute la Corse, nous avons été très souvent, pratiquement tous, on ne va pas dire tous, bien sûr, en allant à Florence, Bastia, Florence, cette ville magnifique de la Renaissance. Alors, à Florence, il y a des changements. Des changements parce qu'il va y avoir des échafaudages. Oui, vous me direz, bon, bien entendu, compte tenu de la superficie de ce patrimoine mondial, 5 km² et des merveilles, évidemment, à chacune des places où l'on se trouve ou des endroits. Mais, quand je parle d'échafaudage, ça veut dire qu'il y a une sorte de changement de technique. Avant se faisaient les travaux sur le patrimoine d'une façon ponctuelle, mais maintenant, il s'agit de faire entièrement, pendant un grand laps de temps, tous ces travaux de restauration. On peut dire que, par exemple, ils vont attaquer Florence, évidemment, mais le campanile de Giotto, c'est-à-dire 85 mètres de hauteur, d'une beauté évidemment totale. On reste tout le temps, dès qu'on arrive là-bas, c'est une merveille du monde. Bon. Et là, donc, il y aura des échafaudages. Des échafaudages, 4 ans de travaux, mais le public pourra, n'est-ce pas, profiter de tout ça et continuer de visiter, ce qui n'était pas trop le cas avant. Comme il s'était sectorisé, pas d'échafaudage, le touriste ne pouvait pas rentrer tout le temps, etc., etc. Donc le problème a trouvé sa solution, on peut dire, hein, et les amateurs d'art, que nous sommes quand même tous plus ou moins, nous allons pouvoir profiter de tout ça. Alors, c'est pas des petits travaux, évidemment, 7 millions de budget, ce qui n'est pas énorme, mais bon. Et puis, il faut quand même répondre à l'affluence des touristes de Florence qui se retrouvent à Florence. Maintenant, je vais vous donner le chiffre parce que ne le cherchez pas, il est énorme. Il y a 16 millions de touristes par an à Florence. Il y en avait 12 millions il y a 4-5 ans. Il y en a maintenant 16 millions, ce qui n'est quand même, il faut le reconnaître, une petite chose peut-être embarrassante pour la ville, mais qui ramène quand même certaines petits euros, n'est-ce pas? Voilà. Autres travaux qui vont se dérouler, c'est le collège Eugeniano. Là aussi, il va être entièrement restauré, mais lui, alors, pour 13 millions d'euros, avec la même technique, c'est-à-dire échafaudage, et vous allez pouvoir regarder, travailler tous ces magnifiques artisans.
qui en fin de compte sont là pour revitaliser le cœur de Florence. Revitaliser, c'est-à-dire lui donner une beauté encore et le protéger. Parce que pour revenir une petite fois sur le campanile, évidemment il y a beaucoup, non pas de dégâts, mais certaines dalles, certaines peintures, il y a des effritements, des choses comme ça, et donc il faut quand même y mettre le pinceau de l'artiste. Je vous rappelle que le Campanile, le premier des grands peintres, c'était évidemment le peintre Eugenio Pisano. Avant lui, il y avait Giotto, bien entendu. Ce sont des grands artistes, voilà. Derniers travaux, par exemple, on peut parler du Museo dell'Opera del Duomo. Là aussi, objectif, c'est le restaurer entièrement. Ce qui va, attention, c'est tout à fait important, le patrimoine et les travaux sur le patrimoine, c'est que ça permet de s'occuper également de certains problèmes financiers, n'est-ce pas, de restauration moderne, parce que protéger un site de 5 km², c'est aussi le protéger de toute la pression immobilière. Et ça, c'est quand même, on peut le dire, à notre époque, très, très, très important. Dernier petit travail, mais qui quand même sera pas si simple que ça, c'est le fameux Ponte Vecchio. Et alors le Ponte Vecchio, ben oui, il a plus de 7 siècles, n'est-ce pas? Et il y a toujours les mêmes piliers, figurez-vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte plus que de la solidité de cette merveille. Là aussi, on ne va pas se répéter, c'est trop beau, tout ça. Mais donc là, ils vont être restaurés, ces piliers. Il était temps, donc on ne peut que, n'est-ce pas, se féliciter de tels travaux. Et il faut donc réparer, ça c'est important, mais sans fermer les sites et les protéger, sans les figer, sans les bloquer. Donc voilà, eh bien écoutez, c'est ce qui est en train de se faire. Bon, ça va durer, je le disais tout à l'heure, 4 ans, mais 4 ans, ça peut très vite se passer et tout sera encore plus magnifique. Merci André, et puis à bientôt donc sur les ondes de Radio Corse Internationale et Télépaèse. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie en ce mardi sur Télépaèse et sur Radio Corse Internationale. Je vous invite tout simplement à aller faire un petit détour sur notre plateforme pour écouter la radio tout au long de la journée. Je vous rappelle rci.websiteradio.co ou bien sur les télés d'Orange ou bien sur plusieurs plateformes qui nous diffusent tout au long de la journée. Voilà, n'hésitez pas à y faire un petit détour. Tenete forte, ci ritroviamo domani. Allez, à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsa Internazionale, prima radio.